Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin F1 racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 2. Les essais hivernaux 2020 ont déjà débuté à Barcelone et on a vu que la meilleure équipe du plateau domine encore une fois. On a donc profité de ce moment pour vous raconter un des plus beaux contes de fées, sinon le plus beau de l'histoire de la Formule 1. L'équipe en question était sur le point de fermer ses portes peu de temps avant le début d'une saison et quelques mois plus tard, sous un nouveau nom, remportait le championnat du monde avec un budget très restreint. L'épisode 2 de Histoire de F1, la merveilleuse histoire de Brawn Grand Prix en 2009. L'histoire de Brawn Grand Prix a débuté avec la perte d'un constructeur de renom à la fin de l'année 2008. Un peu de contexte. Honda, présente en tant qu'écurie depuis 2006, connut des résultats peu satisfaisants. Depuis que la marque japonaise a racheté BAR ou British American Racing, peu importe le nom que vous lui donnez, fin 2005. Malgré la victoire de Jenson Button en Hongrie 2006 et un podium de Rubens Barrichello en Grande-Bretagne en 2008, Honda termina 8e et 9e du championnat du constructeur en 2007 et en 2008 respectivement, le tout avec des voitures sous-performantes et des couleurs horribles. Hey, c'est laid en tabarnak ce costume-là, bien. Sachant que tout espoir d'avoir du succès en 2008 était utopique, Honda se concentra sur 2009 depuis 2007 avec l'introduction de nouvelles règles comme le retour des pneus slick, changement des profils des ailerons avant et arrière et l'introduction du système de recouvrement d'énergie cinétique, aussi appelé le SREC ou le KERS. L'écurie japonaise, établie à Brackley en Angleterre, détenait un des plus gros budgets du championnat avec une somme estimée à 398 millions de dollars. Malheureusement, la crise économique touchant l'industrie automobile à la fin des années 2000 eut un impact énorme sur leurs ambitions de dominer la Formule 1. Le 5 décembre 2008, Honda F1 Team décida de se retirer de la Formule 1 pour de bon. Ok, peut-être pas pour de bon. Le départ de constructeurs de renom de la F1 ne fut que le début. Divulgateurs, ou spoiler alert, BMW et Toyota imitèrent Honda en quittant l'élite de la monoplace après la saison 2009. Au total, 700 employés de Honda F1 Team se retrouvèrent sans emploi. De plus, l'avenir de Jenson Button et de Rubens Barrichello allait être mis en veilleuse. D'un côté, Button, se dotant d'un contrat de plusieurs saisons avec Honda, envisageait de s'engager avec Toro Rosso. Oui, Toro Rosso, dans le temps où on avait un pilote qui n'était pas attitré à l'Académie Red Bull. Quant à Barrichello, aucune autre équipe ne l'avait contacté pour un vol en 2009 jusqu'à présent. La retraite fut probablement une option pour le vétéran brésilien de 37 ans. Quelques jours après l'annonce fatidique, Ross Brawn, le directeur sportif de Honda, se rendit à Tokyo pour rencontrer les dirigeants de Honda pour trouver un moyen de sauver l'équipe de F1. Il était même question de rouler avec des moteurs Ferrari, sachant que Brawn avait encore des connexions avec la Scuderia lorsqu'il était en tête du clan italien. #Dream Team, #Jean Todt, #Michael Schumacher. Par contre, le temps commençait à manquer pour éviter la fermeture de l'usine de Brackley. Il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs intéressés sérieux à reprendre l'équipe, ce qui se retrouvait entre autres dans les beaux draps. Après un long processus de négociation et le manque d'investisseurs potentiels, Brawn et Nick Fry, anciens PDG de Honda F1 et de BAR, parvinrent à racheter l'équipe japonaise pour la somme très symbolique de $1,
À ce prix-là, je peux m'acheter un paquet de gomme à la pharmacie. En retour, Honda accepta de leur donner 200 millions de dollars en guise de soutien financier pour assurer la continuité des opérations F1 à Brackley. Brown ne réussissant guère à convaincre Ferrari de leur fournir le moteur, il demanda à Mercedes la même offre. Le motoriste allemand accepta. Cependant, le châssis RA109, qui était celui de Honda, devait accueillir justement un moteur Honda. Avec le temps qui presse, il a fallu réarranger l'arrière de la voiture pour intégrer l'unité de puissance Mercedes. Alors que les équipes présentes en 2009 prenaient déjà la piste avec leur nouveau châssis, anciennement Honda Racing F1 Team annonça le 26 février 2009 que leur monoplace était fin prête pour les essais hivernaux tenus en mars. Les premiers tours de roue eurent lieu à Silverstone le 6 mars. C'est Jenson Button qui eut l'occasion de rouler avec la voiture. À la fin de cet essai, Button apprécia énormément la conduite de la BGP 001. Oui, la BGP 001. Pourquoi le nom de ce châssis? BGP pour Brown Grand Prix. En effet, ce 6 mars fut la création de Brown Grand Prix. Le duo de pilotes serait le même que dans leur Honda F1, Button et Rubens Barrichello, confirmé officiellement à cette même date. Brown ayant une voiture prête, assez de personnel pour au moins les premiers Grands Prix, l'écurie de Brackley envoyant tout son monde à Barcelone pour le premier bloc d'essais hivernaux. Du 9 au 12 mars, Button et Barrichello partagèrent la tâche de prouver que la BGP 001 pouvait jouer les troubles fêtes malgré le faible nombre de kilomètres accumulés pendant l'hiver. Au jour 1, Jenson Button inscrivit le meilleur temps de la séance après seulement 2 tours. À la fin de la journée, le Britannique termina avec le 4e meilleur chrono à seulement 8 dixièmes de seconde de la BMW Sauber de Nick Heidfeld, premier. Malgré des ennuis de boîte de vitesse en fin de session, la Brown avait déjà impressionné tout le paddock. Le lendemain, Rubens Barrichello s'installa derrière dans la voiture blanche aux lignes jaunes, fluo et noires. Malheureusement pour Rubino, un problème technique écourta sa matinée. Après le dîner, il enregistra un chrono 6 dixièmes plus lent que la Ferrari de Kimi Räikkönen en tête des chronos. Jour 3. Button améliore le temps inscrit par l'équipe en 1:19.127, soit 1 seconde plus rapide que Felipe Massa sur Ferrari. Au bout de 3 jours d'essai, les adversaires avaient la bouche bée. Avec 443 tours bouclés lors de ces essais, Brown Grand Prix se montrait assez rapide et relativement fiable. Fernando Alonso, alors chez Renault, plaçait l'écurie parmi les Ferrari avec Toyota, BMW Sauber et Ferrari. Le 15 mars, les pilotes de Brown se rendirent à Jerez. Regardez Jacques, l'intérieur, un contact! Pour 3 autres jours d'essai, avec Renault, Williams et McLaren. À la fin de ce bloc de test, la BGP 001 se retrouvait au sommet des chronos. Au-delà des éloges, Brown laissa certains rivaux dubitatifs. Des observateurs soupçonnaient l'écurie britannique de rouler avec peu d'essence à bord dans le but d'attirer des commanditaires. Ross Brawn nia complètement ces allégations. Mais ce n'est pas tout. Des directeurs d'écurie accusaient Brown Grand Prix ainsi que Williams et Toyota d'utiliser un double diffuseur. Le double diffuseur fut installé à l'arrière de ces monoplaces dans le but de maintenir l'appui du bolide grâce à la succion de l'air vers l'arrière de la voiture. Bien que ces systèmes semblaient très efficaces, Renault, Red Bull et Ferrari le contestèrent avant et durant le Grand Prix d'Australie. La Fédération internationale de l'automobile, la FIA,
jugea que le double diffuseur utilisé par Brown, Toyota et Williams était légal. Malgré l'appel des plaintifs, la FIA confirma la légalisation à Shanghai. Bon, ok, assez de controverses, passons maintenant à la vraie saison. Comme d'habitude, la saison de Formule 1 débuta sous le beau soleil de Melbourne, en Australie. Le samedi, après que Nico Rosberg plaça sa Williams au premier rang des essais libres et que son meilleur ami, Lewis Hamilton, pas de sarcasme là-dedans, en arracha pour la défense de son titre, c'est une voiture blanche aux lignes jaune fluo et noires qui prit la pole position du Grand Prix australien. La dite voiture est celle de Brown GP, conduite par Jenson Button. Mieux que ça, son coéquipier, Rubens Barrichello, l'accompagna sur la première ligne de départ. Quel début de rêve! Le lendemain, Button fit presque cavalier seul, alors que derrière ce fut le chaos. Sébastien Vettel, alors à son premier Grand Prix avec Red Bull, s'accrocha avec la BMW Sauber de Robert Kubica dans une lutte pour la deuxième place avec 2 tours à faire. Les 2 pilotes abandonnant, cela entraîna l'intervention de la voiture de sécurité, promouvant Rubens Barrichello au 2e rang. Non seulement Brown GP remporta sa première victoire à vie, mais elle obtint un doublé historique. Pourtant, ce n'était que le début du conte de fées. La prochaine course eut lieu en Malaisie. Comme en Australie, Button plaça sa Brown en pole, mais Barrichello se qualifia 4e avant d'être relégué au 8e rang grâce à une pénalité de grille. Tout allait bien pour Button jusqu'à ce que la météo change drastiquement. Une pluie torrentielle s'abattit sur le circuit et, au 33e tour, le Grand Prix fut arrêté pour de bon. Button fut déclaré vainqueur alors que Kimi Räikkönen mangea de la crème glacée et Felipe Massa demandait furieusement à changer de visière. Jusqu'à présent, c'est la dernière course où les demi-points furent attribués, étant donné que 75% du Grand Prix n'avait pas été complété. 2 semaines plus tard, la pluie suivit le grand cirque de la F1 à Shanghai pour le Grand Prix de Chine. Ce fut une épreuve où la voiture de sécurité fit son apparition à plusieurs reprises. Des accidents, des problèmes techniques, etc., etc. Il y en a eu à Shanghai. Cependant, Sébastien Vettel mit fin à la séquence victorieuse de Button et de Brown GP. L'Allemand remporta sa 2e victoire en Formule 1, Red Bull Racing, sa toute première. Autre moment remarquable, Mark Webber donna à la marque de boissons énergisantes leur premier doublé en résistant aux attaques de Button. Barrichello termina 4e. Au Bahreïn, Button réussit à battre les 2 Toyota qui avaient sécurisé la première ligne de la grille de départ pour gagner une 3e fois en 4 courses. Quant à Barrichello, il se contenta de la 5e place après avoir perdu du temps à se battre contre Nelson Piquet Jr. Lors de la course en sol européen, la première de la saison en Espagne, Button profita des mises à jour de sa BGP 001 pour inscrire une autre pole position. Barrichello, parti 3e, réussit un excellent départ et s'empara des commandes de la course. Derrière, il y eut un gros accident impliquant une Toyota, une Force India, non, je me suis pas trompé, et les Toro Rosso. Encore là, je me suis pas trompé. Heureusement, personne ne fut blessé. Comme les 2 pilotes de Brown se retrouvaient avec 2 stratégies différentes, Barrichello ne pouvait garder la tête trop longtemps. Avec 2 arrêts aux pluies déjà effectués, Button prit les commandes devant son coéquipier brésilien qui en comptait 3. Au final, 4e victoire en 5 courses pour le Britannique. À Monaco, Brown GP remporta leur 3e doublé de la saison. Barrichello réussit à doubler Kimi Räikkönen au départ, mais Button fut pratiquement intouchable.
Vettel, qui pouvait stopper la menace Brown, embrassa le mur de pneus à Sainte-Dévote, comme en 2019, ironiquement. Button remporta son premier Grand Prix de Monaco, mais stationna sa voiture victorieuse dans le parc fermé au lieu de l'amener devant la tribune du Prince Albert II, comme le veut la tradition. Une belle course à pied fut nécessaire pour le Britannique. Et d'ailleurs, c'est sûrement grâce à ça qu'il participe à des marathons et à des triathlons. Au Canada... Oh, attendez, c'est vrai, il n'y avait pas de Grand Prix du Canada en 2009. En Turquie, Vettel empêcha Button de partir en pole position. Malheureusement, le jeune Allemand commis une erreur permettant à Button de mener la course et ainsi de ne plus être inquiété. Ce ne fut pas le cas pour son coéquipier Rubens Barrichello. Le Brésilien, sans victoire en 2019 à ce moment-ci, s'accrocha avec la McLaren de Heikki Kovalainen en plus de souffrir d'ennuis d'embrayage. Il abandonna au 48e tour. Jenson Button remporta sa 6e course de la saison. Il devint le 5e pilote à obtenir 6 victoires en 7 courses. De plus, il fut le premier Britannique à gagner 4 Grands Prix consécutifs depuis Nigel Mansell en 1992. Ironiquement, 92 fut l'année du seul titre de Mansell en F1. L'histoire allait-elle se répéter 17 ans plus tard? Au rythme que la Brown accumulait les succès, personne ne s'attendait à ce que Turquie soit la dernière victoire de Button en 2009. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, course locale pour BGP, l'écurie britannique apporta plusieurs modifications à ses ailerons. Cependant, leurs adversaires avaient musclé leur jeu. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Signifiant que le peloton se resserrait. Personne ne parvint à battre Sebastian Vettel, qui remporta un 2e Grand Prix en 2009. Rubens Barrichello, qui ne put rejoindre l'autre Red Bull de Mark Webber, monta sur la 3e marche du podium. Button, qualifié 6e, n'eut pas un Grand Prix vraiment reluisant. Il termina à cette même position. Dans le temps, ça m'a fait vraiment vieux, les 8 premiers marquaient des points. Après la course à demi-teinte, Sir Richard Branson confirma que sa compagnie, Virgin, continuerait de sponsoriser Brown GP, mais mettait en doute un retour comme partenaire avec le clan britannique. L'histoire dira qu'il allait créer une écurie de Formule 1 la saison suivante. En Allemagne, au Nürburgring, aucune des deux Brown ne finit dans le top 3. Ils ont assisté à la première de 9 victoires de Mark Webber en F1. Ajoutez à ça la démission du directeur technique Jörg Zander, l'homme derrière cette BGP 001, tout juste avant l'épreuve allemande. Suite à cette épreuve difficile, Barrichello se frustra contre son équipe car il avait une belle chance de remporter sa première course de la saison. En plus d'avoir été victime d'un contact au départ avec Mark Webber, il a blâmé BGP d'avoir mal géré sa stratégie. Pour lui, il n'était qu'un simple porteur d'eau, comme à ses belles années chez Ferrari. Cependant, il apprit que sa contre-performance était due à un problème d'essence. Whoopsie, Rubens! Le Grand Prix de Hongrie était l'occasion rêvée pour Button pour revenir en avant-plan avec une température plus chaude qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne. Malheureusement, il se qualifia 8e. Pire pour Brown GP, la monoplace de Barrichello perdit un ressort qui rebondit sur le casque de Felipe Massa, mis KO. Massa souffrit d'une commotion cérébrale et de blessures au-dessus de l'œil gauche. Sa saison fut terminée. Et cet incident survint une semaine après le décès de Henry Surtees, le fils du champion du monde de F1 en 1964, John Surtees, qui reçut une roue en pleine tête lors d'une course à Brands Hatch en Angleterre. Lors de la course, ce fut difficile. Button termina 7e
et Barrichello, éliminé en Q2 à cause du bris du ressort, ne marqua aucun point avec sa 10e position. C'est maintenant clair, la BGP 001 n'est plus la meilleure voiture de la saison. Heureusement, au retour des vacances estivales, l'écurie de Brackley revint à ses bonnes habitudes. Alors que beaucoup de fans espéraient le retour de Michael Schumacher pour remplacer Felipe Massa, ce qui ne se fera pas, Barrichello revint sur la plus haute marche du podium pour la première fois en 5 ans. En effet, Rubinho profita d'un arrêt au puits brouillon de Lewis Hamilton pour gagner le Grand Prix d'Europe à Valence en Espagne. Jenson Button, pour un 2e Grand Prix consécutif, finit 7e. Coup de chance pour le Britannique, Sebastian Vettel abandonna pour un 2e Grand Prix consécutif. Le pire Grand Prix de l'année pour Brown se produisit en Belgique. Mal qualifié, 14e, Button abandonna pour la première et seule fois de la saison lorsqu'il fut impliqué dans un accrochage au premier tour avec, entre autres, la McLaren de Lewis Hamilton et la Renault de Romain Grosjean. Quant à Barrichello, il parvint à marquer 2 points avec une voiture en feu. Non, pour vrai, la voiture était vraiment en feu. Brown était de retour sur le chemin de la victoire. En Italie, à Monza, Barrichello gagna devant les tifosi qui continuaient à l'aduler. Button revint sur le podium grâce à une 2e place et un accident de Hamilton dans le dernier tour alors que ce dernier le pourchassait. Au terme de 2 courses relativement difficiles à Singapour et au Japon, Button détenait une avance de 14 points sur Barrichello et 16 sur Vettel. Le Britannique et Brown pouvaient sécuriser les 2 championnats au Brésil, dans le temps où il n'y avait pas 22 Grands Prix. Au terme d'une des plus longues séances de qualification en Formule 1, c'est Barrichello qui empocha la pole position. Button fut éliminé en Q2, Vettel en Q1, et il était furieux. Lors de cette course, Barrichello réussit son départ alors que plusieurs incidents se produisirent à l'arrière du peloton. Heureusement pour Brown, Button ne fut guère impliqué dans cette mascarade. L'Anglais effectua une belle remontée afin de se retrouver dans les points. Il gagna une place grâce, malheureusement, à un arrêt au puits imprévu de Rubens Barrichello. Ce dernier se battait avec Lewis Hamilton et un contact entre les deux provoqua une crevaison à Barrichello. Barrichello, malchanceux au Brésil, c'est l'équivalent de la gang du 23 décembre pour le Canadien de Montréal. Le détenteur de la pole position chuta au 8e rang. À la fin de la course, Mark Webber remporta sa 2e course de la saison devant Robert Kubica et Lewis Hamilton. Sebastian Vettel termina 4e, mais ce fut insuffisant pour rester dans la course au titre. Jenson Button se classa juste derrière lui au 5e rang. Button devint champion du monde pour la première fois de sa carrière. En plus, Brown s'assura du titre des constructeurs. Incroyable! Qui avait vu venir cela en mars dernier? En décembre 2008, le projet Honda allait être enterré pour de bon, mais la persévérance de Ross Brown permit à 700 employés, un peu moins après Australie, de garder leur emploi à l'usine de Brackley et de concevoir une voiture gagnante. 2 ans pour en arriver à cela. Incroyable. Pour Jenson Button, ça lui a pris 10 saisons avant de devenir le nouveau roi de la F1. La joie sur le visage de Jenson et de son père John se voyait clairement. Imaginez le Britannique au volant d'une Toro Rosso. Hey boy. Une histoire digne des contes de fées. Mais quel était l'avenir du futur de World GP? L'écurie allait malheureusement faire ses adieux sous ce nom. En effet, le 16 novembre 2009,
Près d'un mois après la consécration, Mercedes acheta BGP et fut rebaptisé Mercedes Grand Prix. La marque allemande embaucha Nico Rosberg et sortit un certain Michael Schumacher de la retraite. Rubens Barrichello signa chez Williams pour les saisons 2010 et 2011 avant de tenter l'expérience IndyCar en 2012. Spoiler alert, ce fut une catastrophe. Quant à Button, il se joint de McLaren de 2010 à 2016 avant de remplacer Alonso avec la même équipe, parti à Indianapolis pour le Grand Prix de Monaco 2017. L'histoire ne dit pas si Button s'est vraiment pissé dessus en faisant virevolter Pascal Wehrlein. Ross Brawn garda son poste de directeur chez Mercedes jusqu'en fin 2013. Il vit Nico Rosberg gagner 3 Grands Prix et Lewis Hamilton, qui avait signé chez Mercedes en 2013, remporter le Grand Prix de Hongrie lors de cette même année. Get in there, Lewis. Aujourd'hui, Mercedes domine la F1 avec Hamilton et Rosberg qui ont remporté tous les championnats des pilotes possibles depuis 2014. Et Honda dans tout ça? La compagnie japonaise est revenue en F1 en 2015 comme motoriste pour McLaren, uniquement pour se faire traiter de GP2 Engine par Fernando Alonso. Le mariage se termina à la fin 2017 et depuis 2018, elle motorise Red Bull et Toro Rosso, AlphaTauri. Avec 3 victoires en 2019 et plein de podiums lors de cette année-là, Honda a retrouvé le sourire. Dans la Formule 1 d'aujourd'hui, il serait impossible d'avoir une histoire semblable à celle de Brown GP. Mais l'exploit de cette écurie a inspiré plusieurs équipes en difficulté à ne jamais abandonner. Bon, peut-être pas pour le Canadien de Montréal. Retrouvez tous nos contenus sur bulletinf1.com, notre site officiel. Pour continuer la conversation sur la F1 et sur les épisodes de podcast, retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/bulletinf1, sur Twitter @lebulletinf1 en un seul mot, ainsi que sur Instagram, toujours à @lebulletinf1. La balado-diffusion Histoire de F1 se retrouve sur notre site, tout comme la balado originale, le Bulletin F1, disponible hebdomadairement sur bulletinf1.com, ainsi que sur Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et toute autre plateforme de podcast préférée. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour Histoire de F1. Je m'appelle Abdoussal. À la prochaine!